Bon, il est 11h02, on va démarrer tranquillement. Ben déjà, merci à vous d'être présents et puis de vous être connectés. Donc pour cette présentation sur, j'allais dire, les bonnes pratiques de la sécurité informatique. Hop. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Alexandre Chaperon. Je suis responsable des projets internes pour Data West. Et on va co-animer en fait cette présentation, ce webinaire. Donc, avec Erwan, je vais le laisser également se présenter. Oui, bonjour, donc je m'appelle Erwan Maillon, je suis en charge de la distribution des solutions EZ sur les Hauts-de-France et sur la Normandie. EZ est le premier acteur européen en solutions de sécurité. On a plus de 30 ans d'expérience aujourd'hui, environ une centaine de personnes qui travaillent sur le marché français, à peu près 2 millions d'utilisateurs en France. On travaille, pour vous donner quelques références, en France, on a comme client par exemple la Gendarmerie nationale, Decathlon, et puis au niveau mondial, on protège Google par exemple, et puis aussi notre technologie est présente dans tout ce qui est Google Play et Google Chrome. Voilà, pour donner une petite idée de qui je suis et qui est Z. Donc aujourd'hui, on va aborder les bonnes pratiques donc de la sécurité informatique. Et pour ça, on va co-animer Erwan et moi-même donc cette présentation. Donc voilà, Erwan s'est présenté tout à l'heure et moi je suis Alexandre Chaperon, responsable donc des projets internes donc pour Data West. Donc le programme. Donc, on va voir, la présentation va se dérouler en 3 parties. D'abord, on va voir un état des lieux. Pourquoi aujourd'hui, les salariés des entreprises jouent un rôle crucial dans la cybersécurité de leurs entreprises. En deuxième point, nous aborderons donc les bonnes pratiques à connaître pour démocratiser en fait tout ce qui va être sécurité au sein de votre structure et de vos entreprises. Et puis on abordera en dernier comment Data West avec EZ vont pouvoir vous accompagner dans la gestion de la cybersécurité. Alors, concernant la première partie, pourquoi tous les salariés jouent un rôle crucial dans la cybersécurité de leurs entreprises? Pour faire un petit point global, pour revenir un petit peu sur la cybersécurité en général en quelques minutes, si on revient en arrière, il y a 15-20 ans, c'est vrai qu'on était plutôt sur des cybercriminels isolés qui travaillaient un peu dans leur garage pour récupérer quelques données personnelles, récupérer quelques numéros de carte bleue. Aujourd'hui, on est dans un monde vraiment hyper connecté. Il y a plus de 20 milliards d'objets connectés dans le monde. PC, frigo, voiture, etc. etc. EZ détecte aujourd'hui 300 000 menaces par jour. On a plutôt affaire aujourd'hui à des organisations type mafieuses, à de l'espionnage, à de l'attaque entre gouvernements, avec deux raisons principales. La première, c'est la récupération de données personnelles et de données confidentielles pour après les revendre à des sociétés commerciales ou marketing, et aussi la fameuse rançon qui sont reliées à ce qu'on appelle le ransomware pour récupérer quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, vous prenez des assurances, j'imagine, au sein de votre société, contre le cambriolage, contre le dégât des eaux. Aujourd'hui, protéger votre patrimoine numérique, surtout dans le cadre avec les nouvelles réglementations du fameux RGPD, est extrêmement important puisque les menaces évoluent chaque année. Les menaces, en tout cas, si on parle de ransomware, doublent quasiment chaque année. Et la cybersécurité et votre sécurité informatique est aujourd'hui extrêmement importante. Ce ne sont pas que les grandes entreprises, même si ce sont essentiellement elles dont on parle au journal de 20 heures ou dans les journaux, etc. Les PME aussi se font attaquer, alors avec des types d'attaques différentes, mais aujourd'hui tout le monde est vraiment concerné et il y a plus de 2 entreprises sur 3 qui ont déjà été frappées par une attaque plus ou moins virulente informatique. Au niveau de la typologie des cyberattaques, ce
qu'il faut simplement retenir, c'est qu'à peu près 2 attaques sur 3 proviennent des emails. D'où un peu le thème aujourd'hui des bonnes pratiques en entreprise. La plupart des attaques arrivent par email, alors soit des emails perso, soit des emails entreprises. Le ransomware reste la plus grande menace, hein, la plus grande crainte des entreprises. Le ransomware, c'est quand un virus informatique va complètement bloquer et rendre inutilisables vos serveurs, vos PC, et vont demander derrière une rançon. Alors, suivant l'entreprise et suivant le cybercriminel, de quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Le phishing, ce qu'on appelle en français le hameçonnage, qui est un mot aussi un petit peu barbare. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, Le Bon Coin, que tout le monde connaît, il y a eu une grosse attaque, je crois que c'était en 2018, où en fait les personnes recevaient des emails leur demandant de renseigner leurs identifiants Le Bon Coin, étaient redirigés vers un site internet qui était très bien fait, qui ressemblait vraiment au site Le Bon Coin, sauf qu'à la place du i, c'était un L. Pas toujours facile sur l'adresse URL de reconnaître ce faux site internet. Derrière, le pirate informatique récupérait vos données personnelles, il mettait des fausses annonces, se faisait payer, et la personne qui était piratée, après, était contactée par Le Bon Coin pour des fausses annonces, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le phishing. C'est quand quelqu'un se fait passer pour un tiers de confiance pour vous récupérer des informations, alors soit personnelles, soit confidentielles, soit des numéros de carte bleue, etc. Aujourd'hui, la carte bleue, c'est pas ce qui est le plus important au niveau des attaques informatiques. Au niveau du dark web, le dark web, c'est la partie un petit peu cachée d'Internet. Un numéro de carte bleue, ça se revend un petit peu moins d'1 euro. Un compte Facebook, pour vous donner un ordre d'idée, on est plus sur du 3-4 euros. Vous pouvez vraiment monétiser un petit peu toutes ces données personnelles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le phishing, le spam aussi, évidemment, et tout ce qui est ransomware. Alors après, on attaque soit les PC, soit les serveurs, c'est suivant le type d'attaque. Donc, pour continuer, donc après avoir vu les différents types d'attaques et typologies d'attaques, pourquoi les attaques en fait menées par les cybercriminels vont réussir? Eh bien, alors la liste n'est peut-être pas exhaustive, mais bien souvent, déjà, les pirates vont utiliser des failles dans les systèmes d'exploitation, dans les applications, principalement parce qu'elles ne vont pas être mises à jour. Hein. Donc la politique de mise à jour de toute votre infrastructure, serveur, de postes, mais il ne faut pas également négliger vos sites web qui sont bien souvent vos vitrines. Et tous ces systèmes étant interconnectés, eh bien, quand un pirate va trouver une porte ou va pouvoir rentrer via une faille, eh bien, il va pouvoir aller infecter votre système. Le deuxième point qu'on va pouvoir évoquer, et on verra après les bonnes pratiques pour parer à tout ça, c'est la politique dans la gestion des mots de passe qui est insuffisante. Aujourd'hui, effectivement, les mots de passe, c'est difficile de s'en rappeler. Il faut mettre des mots de passe de plus en plus sécurisés. On verra quelques petites astuces, mais bien souvent, et le mot de passe encore le plus utilisé, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est très facile pour des pirates de se connecter sur vos comptes. Pas de séparation des usages entre un administrateur dans une entreprise qui va avoir beaucoup de droits et les utilisateurs. Pour des notions de facilité, on va donner des accès, et puis quand un collaborateur va quitter l'entreprise, on va oublier de couper un accès, ou alors ça devient compliqué de le gérer parce que ce sont des accès partagés, etc. Donc, c'est ce qui va m'amener au point suivant, qui est le laxisme dans la gestion des droits d'accès que vous allez accorder aux documents. Attention de ne pas accorder accès à l'intégralité de vos documents dans une entreprise aux salariés. L'absence également de surveillance des systèmes d'information. Aujourd'hui,
regardez ce qui se passe dans votre entreprise, sur vos serveurs. Bien souvent, on ne va pas se connecter tous les jours ou on ne regarde pas s'il y a des comportements qui ne sont pas normaux. Par exemple, un collaborateur qui se connecterait la nuit, ce n'est pas son habitude, pour aller télécharger des documents, par exemple. Est-ce que vous avez un moyen de vérifier qui s'est connecté pour voir qu'il n'y ait pas de comportements anormaux par rapport aux habitudes de vos collaborateurs? Également, pour des raisons bien souvent qui sont financières, on ne va pas anticiper les menaces qui pourraient arriver et on ne va pas prendre les précautions nécessaires parce que ça coûte bien évidemment de l'argent pour se sécuriser. C'est comme pour une maison. Vous allez investir peut-être dans une porte blindée, dans des serrures, dans tout un tas de systèmes qui coûtent. Mais pour vos informations numériques, il y a quelques entreprises qui vont faire l'impasse sur ce genre de sécurité. Également, un cloisonnement insuffisant de vos systèmes. J'entends par là, Erwan le disait tout à l'heure, quand un pirate va rentrer ou va déposer un ransomware dans votre système, si tous vos systèmes communiquent sans cloisonnement, le ransomware va pouvoir infecter tous les postes, va pouvoir infecter vos serveurs, mais bien souvent va pouvoir aussi infecter la sauvegarde. Et là, c'est ce qui va devenir problématique. Donc, bien attention donc dans l'architecture des systèmes à bien cloisonner tout ça pour éviter les propagations. L'absence de restrictions, notamment, je pense à des ports USB, des périphériques, qui a le droit d'accéder à quoi en fait. Le nomadisme ou le télétravail qui ne sont pas contrôlés, voire l'utilisation d'appareils personnels dans le cadre du travail qui ne sont pas autorisés, voir ce que l'on peut faire ou non dans le cadre du télétravail. Et puis, pour finir, sur ces points-là, un manque de sensibilisation et une maturité, maturité insuffisante des utilisateurs, mais surtout un manque de sensibilisation et de formation, puisque pour éviter ce type d'attaque, j'allais dire, il faudrait avoir un coup d'avance par rapport aux criminels et donc se maintenir au goût du jour, se former sur les types d'attaques pour pouvoir mieux les parer. Et ça, l'utilisateur, la formation utilisateur est vraiment, j'allais dire, primordiale. Donc, le nerf de la guerre va être le facteur humain, puisque aujourd'hui, on le voit, la moitié des piratages vont être liés à une négligence ou un manque de formation humain. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, si on reprend le phishing, Erwan le disait tout à l'heure, vous recevez un mail, vous cliquez sur le lien et hop, c'est trop tard. Donc, en tant qu'être humain, on est tous enclins à faire des erreurs, mais dans le domaine de la sécurité, donc une erreur mineure peut conduire vraiment à vraiment une violation, voire une paralysie complète de vos systèmes. Et quelque chose qu'on n'a pas toujours conscience, aujourd'hui, le coût moyen d'une cyberattaque suite à la suite d'une entreprise, c'est autour de 50 000 €. Mais alors il faudrait que je retrouve le chiffre exact, mais c'est énorme le nombre d'entreprises qui, suite à une cyberattaque, sont obligées complètement de mettre la clé sous la porte parce qu'ils ont perdu l'intégralité de leur comptabilité ou ils ont perdu beaucoup de données confidentielles qui sont la valeur de l'entreprise et n'arrivent pas à se remettre sur les rails. Merci. Oui, pour reprendre un peu ce qu'a dit Alexandre, effectivement, dans la sécurité informatique, les outils informatiques que vous allez mettre en place sont extrêmement importants. Généralement, on parle par rapport à votre budget informatique, la sécurité doit représenter à peu près 10% de votre budget informatique global, mais l'humain est aussi hyper important. Je ne sais pas au sein de vos sociétés si vous le faites ou pas, mais par exemple, mettre en place une charte de bonne conduite informatique, une charte de bonne hygiène informatique est extrêmement important avec quelques
quelques étapes clés qu'on va parler après. Mais mettre en place une charte comme ça informatique est vraiment important au sein de vos sociétés. Pour vous donner quelques exemples d'erreurs humaines, si on parle vraiment de la clé USB, avant de parler de l'exemple de l'aéroport de Londres, Air France s'est fait espionner il y a quelques années. Une femme de ménage a été soudoyée, qui travaillait la nuit, pour déposer quelques clés USB sur quelques bureaux au sein du siège Air France, avec une clé USB avec le petit logo Air France qui va bien dessus. Et évidemment, quand les personnes sont arrivées le lendemain pour travailler, par curiosité, et je pense qu'on l'aurait pour beaucoup fait, on voit une clé USB avec le logo de son entreprise sur le bureau, on met la clé USB pour voir ce qu'il y a dedans, et évidemment, à l'intérieur, il y avait un virus qui a permis alors on ne sait pas si c'est un gouvernement ou un concurrent, mais d'espionner un petit peu la stratégie d'Air France, etc. Donc la clé USB, il faut faire très attention, et pour reprendre cet exemple-là de l'aéroport de Londres, c'était aussi il y a quelques années, une clé USB a été retrouvée, je ne sais plus si c'est dans le métro ou dans la rue, et la personne qui l'a retrouvée, évidemment par curiosité, quand elle est rentrée chez elle, a regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait énormément de données confidentielles sur la sécurité de l'aéroport. Il y avait l'emplacement des caméras, il y avait le parcours de la reine d'Angleterre lorsqu'elle venait prendre l'avion. Il y avait aussi comment étaient protégés les hommes politiques. Il y avait énormément d'informations comme ça. Cette personne-là a diffusé l'information au journal, je crois que c'était le Daily Mail ou le Daily Mirror, qui a publié une partie de ces informations-là. L'aéroport, puisque jusqu'à il y a quelques semaines, l'Angleterre était aussi contraint par le RGPD, s'est pris une amende de 120 000 livres, mais également a dû revoir tout son système informatique puisque les données avaient fuité. Concernant la personne qui travaillait donc au service de sécurité de l'aéroport, je n'ai pas l'information s'il a été licencié ou pas, mais en tout cas, il n'a pas dû passer un bon quart d'heure, ça c'est sûr. Effectivement. L'autre exemple, Alexandre en parlait, j'en ai parlé aussi, les emails, le problème humain, le facteur humain est extrêmement présent dans les emails, que ce soit des emails personnels, puisqu'aujourd'hui, on le sait très bien, il y a beaucoup de salariés qui cliquent sur leurs emails personnels en entreprise, souvent entre midi et deux. Même à titre personnel, je pense qu'on reçoit tous des emails d'Amazon, de DHL, de notre banque, des impôts, etc. Ce qu'il faut bien regarder, c'est déjà s'il n'y a pas de faute d'orthographe, si les logos sont bien faits, mais surtout regarder l'adresse email de la personne qui vous a envoyé l'email. Si vous recevez un email des impôts et que l'adresse email n'est pas impôts.gouv.fr ou du Crédit Agricole et que l'email n'est pas @créditagricole.fr, c'est que c'est une attaque informatique. Donc bien regarder qui vous a envoyé l'email et évidemment ne pas cliquer sur un lien, ne pas cliquer sur une pièce jointe. Le ministère des Finances avait fait un petit test il y a quelques années où ils avaient envoyé un email à tous les salariés faisant gagner des places de cinéma ou des bons d'achat. Alors il fallait répondre comme un jeu concours à quelques questions. Il fallait évidemment cliquer sur un lien pour intégrer le concours et gagner ces fameuses places de cinéma, ce qui leur a permis de voir déjà premièrement à quelle heure les emails étaient ouverts, mais surtout de voir combien de personnes ouvraient un email frauduleux. Il s'est avéré que quasiment un tiers des salariés du ministère des Finances avaient ouvert l'email, qui est évidemment hyper dangereux. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu le constat qui est alarmant, il faut vraiment s'en préoccuper, quelles bonnes pratiques on va pouvoir mettre en face pour déjà augmenter la sécurité au sein de vos structures et puis essayer de prendre de bonnes habitudes. Alors, on l'a vu tout à l'heure, dans la liste, on va voir quelques points. La gestion des mots de passe. Alors, la gestion des mots de passe, déjà, on peut définir ce que c'est qu'un mot de passe dit complexe. C'est un mot de passe qui va faire plus de, on va dire, 8 caractères, mais qui va comporter des caractères spéciaux, des arrobas, des esperluettes, des lettres avec des accents ou de la ponctuation, mais également avec des minuscules, des majuscules et des chiffres. Alors effectivement, il devient de plus en plus difficile de se rappeler de tous les mots de passe, puisque la règle, ça va être de mettre un mot de passe différent par service.
hein. Parce que imaginez, vous avez un seul mot de passe pour divers sites. Un site se fait attaquer, il va récupérer votre mail et votre mot de passe. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Si c'est un mail en Google, par exemple, eh bien, le pirate, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer le mot de passe sur votre messagerie. Si vous avez bah, mis le même mot de passe, on va rentrer sur votre messagerie. Et à partir du moment où on est sur votre messagerie, sur tous les systèmes, vous faites mot de passe oublié, vous allez pouvoir recevoir un mail, changer le mot de passe de messagerie, et là, vous perdez l'accès à beaucoup de choses, voire jusqu'à votre espace bancaire. Donc, la gestion des mots de passe, c'est quelque chose de très important. Et plus vous allez complexifier les mots de passe en entreprise, on va voir des petits post-it sous les postes ou sous le clavier et autres pour se rappeler de votre mot de passe de session, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des pratiques à bannir. Et si je peux vous donner un petit conseil dans la gestion de vos mots de passe, c'est d'avoir on va dire, un système mnémotechnique pour vous rappeler de l'intégralité de votre mot de passe. Par exemple, vous pouvez choisir 2 caractères pour commencer votre mot de passe. Alors, je vais prendre au hasard, vous prenez arrobase, point d'exclamation. Ensuite, vous écrivez par exemple le nom du service, on va dire Facebook. Et pour finir, eh bien, vous mettez point virgule et puis le chiffre 1. Eh bien, vous gardez en tête votre arrobase, point d'exclamation pour commencer et point virgule chiffre 1 pour finir. Et au milieu, vous écrivez le site sur lequel vous êtes connecté, le nom de votre banque, votre boîte mail, etc. Comme ça va vous créer un mot de passe différent par service, mais facile pour vous à retenir. Je ne sais pas si je m'exprime bien ou si vous avez compris le principe, mais l'idée, c'est que vous avez une chaîne identique pour chacun de vos mots de passe qui va le complexifier. Et au milieu, vous mettez voilà, votre boîte mail, votre nom de session, le nom du service. Et comme ça vous permet d'avoir des mots de passe différents. Après, il existe aussi des gestionnaires de mots de passe qui vont stocker pour vous de façon cryptée votre mot de passe. Et comme un coffre-fort, vous avez uniquement une combinaison au départ à vous souvenir qui va débloquer tous les autres. Également, la sécurité sur les réseaux sociaux. Attention en entreprise, je vais plutôt axer ça sur l'entreprise. Attention de ne pas publier des photos dans l'entreprise, dans des lieux confidentiels, sur les réseaux sociaux et vérifier également tous les paramètres de confidentialité pour que tout un chacun ne puisse pas voir ou avoir accès à certaines informations. Ça me rappelle une histoire de piratage de la chaîne qui était France 5. Il y avait eu un reportage qui était diffusé sur les réseaux sociaux, un endroit dans des bureaux qui était filmé et au loin sur le mur, on voyait un mot de passe d'un service qui était écrit en clair, forcément, eh bien, sur un petit post-it, sur une vitre, le mot de passe pour se connecter au serveur et il a été diffusé en clair complètement sur les réseaux sociaux. Ensuite, dans les bonnes pratiques, effectivement, personne ne peut être à l'abri, on peut limiter au maximum les attaques. Après, la seule façon de bien s'en sortir, c'est d'effectuer des sauvegardes. Effectuer des sauvegardes régulières, quotidiennes, mais il y a quelques points à savoir sur les sauvegardes. Pour qu'une sauvegarde soit valable, il faut déjà les données soient, je ne vais pas dire dans 3 endroits ou 3 supports différents. Elles vont être sur votre serveur. Bien souvent, elles vont être également dans votre sauvegarde, on va dire primaire, sur site. Mais pour qu'elle soit valable, il faut aussi l'externaliser ailleurs. Soit tous les jours, vous sortez un disque dur, vous emmenez avec vous un disque dur, ça peut être assez complexe à gérer, ça peut aussi s'externaliser, mais l'idée, si vous avez un sinistre dans votre entreprise, il ne faut pas que votre sauvegarde se trouve à l'intérieur. Imaginez, vous avez un cambriolage ou autre, ou un incendie, ou que sais-je, eh bien, il faut que les sauvegardes soient externalisées. Ça, on pourra répondre à vos questions après si vous avez plus, j'allais dire, de questions sur les sauvegardes. Et puis, un point qui est également négligé, ce sont les mises à jour.
Hein. Les grands éditeurs, tous les éditeurs publient des mises à jour très régulières, alors soit quotidiennes pour les bases de virus, Erwan, tu pourras confirmer tout à l'heure, mais également les systèmes d'exploitation Windows, pour ne citer que celui-ci, mais tous les systèmes, eh bien, chaque semaine vont publier des mises à jour de sécurité qu'il faut bien évidemment faire, puisque après les failles de sécurité sont connues, et donc on peut facilement attaquer, j'allais dire, vos systèmes. Notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'attaque de la clinique d'Angers qui s'est déroulée pas plus tard que le week-end dernier, qui a paralysé une clinique complète avec un ransomware. Eh bien, tout simplement, le pirate a utilisé une usurpation d'identité, mais simplement c'est basé sur une faille de sécurité de Windows, puisque dans la clinique, il y avait encore des postes qui étaient sur d'anciens systèmes qui ne sont plus maintenus par Microsoft. Donc les mises à jour sont capitales dans le maintien de votre parc. D'ailleurs, juste petite info, il y a eu le premier mort en 2020 en Allemagne dans un hôpital suite à une attaque informatique. C'était le premier mort lié à une attaque informatique l'année dernière, ouais. Mais pas en France. Petite Donc, anecdote. Vas-y, vas-y. Également, pensez à sécuriser vos appareils mobiles, parce que effectivement, on a tous dans sa poche un smartphone, que ce soit un smartphone d'entreprise ou un smartphone personnel. Dessus, vous allez certainement recevoir vos mails, une messagerie instantanée professionnelle, et donc, pensez bien, même si c'est un appareil personnel, à le sécuriser avec un code. Alors, au-delà du code PIN de la carte SIM pour éviter de faire gonfler votre facture, mais l'accès aux données en elles-mêmes, puisque sur votre téléphone, si vous négligez, vous enlevez le code de verrouillage parce que c'est trop compliqué, ou vous n'utilisez pas aujourd'hui l'empreinte digitale ou faciale ou autre, pour déverrouiller votre téléphone, quelqu'un qui va trouver votre téléphone va très facilement avoir accès à pas mal d'informations. Attention, les Wi-Fi publics, tout transite en clair. Donc, dans les trains, dans les avions, un endroit où il y a énormément de piratage, c'est dans l'Eurostar. Tout simplement, pourquoi? Parce que entre Londres et Paris, il y a de nombreux hommes d'affaires qui transitent. Ils sont tous connectés sur le Wi-Fi du train, et très 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 souvent, j'allais dire quasiment systématiquement, dans chaque train, vous avez un pirate qui va essayer de sniffer des données. Donc attention, pour ça, il y a des solutions qui existent, je laisserai Erwan en parler, mais attention à la sécurisation de vos appareils mobiles. Et faites attention aussi aux bornes de recharge dans les aéroports ou les gares. C'est vraiment des nids à virus. Les endroits où vous mettez vos téléphones portables pour le recharger là, pendant un quart d'heure, une demi-heure, ça, c'est des nids à virus également. Et puis, on en a déjà parlé, les usages pro et perso. Attention, quand vous rentrez chez vous, si vous vous connectez à votre entreprise avec votre ordinateur personnel ou autre, attention aux données qui vont être dessus, puisque après, si vos enfants jouent sur l'ordinateur ou autre, ou vont trouver, je ne sais pas quelles informations qui pourraient sortir et puis qui pourraient fuiter. Donc attention également au cloisonnement entre les usages professionnels et personnels. Surtout avec le télétravail, si je peux juste compléter. Oui, bien sûr. Les gens travaillent de chez eux et c'est vrai qu'ils ont plus tendance, comme ils sont peut-être moins surveillés, de faire avec leur outil professionnel un peu trop de choses personnelles. Que ce soit les emails, du téléchargement, du visionnage. Je ne sais pas après comment les PC sont protégés, mais le télétravail augmente le risque d'attaque énormément. Exactement, Erwan. Donc, pour aborder le troisième point, comment Data West, conjointement avec EZ, vont pouvoir vous accompagner également dans tout ce qui est cybersécurité. Alors, si je peux, voilà, pour les gens qui ne nous connaissent pas, DataWest, donc on est une entreprise de services informatiques à destination des entreprises, et on va avoir un pôle de compétences, j'allais dire à 360 degrés, sur les systèmes d'information, avec principalement divisé en 4 briques, les services, les solutions informatiques avec tout ce qui va être audit, conseil, de la gestion de projet,
justement tout ce qui va être cybersécurité et la gestion complète de votre informatique. On a également une division logicielle où on va faire donc du logiciel de gestion sur mesure à façon. Également, on est donc propriétaire d'un data center, bientôt un deuxième qui est en cours de construction pour héberger de façon sécurisée, mais surtout un data center de proximité pour protéger vos données, que ce soit des sauvegardes externalisées, des plans de reprise de continuité d'activité en cas de service, ou alors avec des applications hébergées. Et sur une autre partie, on est opérateur télécom. Mais si on revient sur la sécurité informatique, on a une méthode qui est, alors pas unique, mais qui nous est propre. C'est-à-dire qu'on va toujours commencer par un audit, un diagnostic, une analyse, et on va regarder exactement où l'entreprise en est à un instant T. On va faire une photographie et après, on va pouvoir, avec de la gestion de projet, accompagner l'entreprise dans des meilleures pratiques avec un système qui lui est complètement adapté et qui va répondre à l'ensemble de ses besoins. Et le point numéro 3, c'est qu'ensuite, vous n'êtes pas tout seul et on va vous accompagner et on va avoir un suivi régulier. Puisque pour répondre tout à l'heure à tous les points qu'on a vus dans le pourquoi les attaques réussissent, eh bien, c'est important d'avoir un audit de sécurité, connaître nos failles, connaître nos forces, et tout ça passe par un audit que l'on pourra faire. Également, un contrat de service, puisque bien souvent, vous êtes concentré, j'allais dire, sur votre cœur de métier, sur votre business. La sécurité informatique, ce n'est pas votre métier, loin de là, même si on s'y intéresse. Et donc, l'idée d'un contrat de service et d'accompagnement, c'est-à-dire, c'est de confier à un professionnel dont c'est le métier, eh bien, par exemple, la surveillance de votre système d'information. On va pouvoir anticiper pour vous les menaces et on va pouvoir concevoir et vous accompagner également dans l'évolution de votre parc, dans la mise en œuvre de votre sécurité, j'allais dire globale. Et bien évidemment, un accompagnement et puis une formation, si vous le souhaitez, j'allais dire, de vos collaborateurs. Et après, on anime des webinaires comme celui-ci avec des thèmes différents régulièrement. Et ça peut aussi participer à la formation des utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut vous accompagner. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces points-là. Et je vais laisser donc la main à Erwan qui va lui présenter les solutions, on va dire, plus techniques. Ouais, merci Alexandre. Alors oui, je vais faire assez vite, mais c'est vrai qu'on l'a vu, le facteur humain est extrêmement important, mais la technologie, les outils informatiques que vous allez mettre aussi en place sont également extrêmement importants. Dans le cadre du fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données, vous avez l'obligation de protéger vos données personnelles, que ce soit les données de vos clients ou les données de vos salariés. Vous risquez quand même jusqu'à 4%. Une amende qui va jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires. Nous, en termes de solutions techniques, on va évidemment proposer dans un premier temps tout ce qui est antivirus, antivirus poste et serveur, qui sont des solutions puissantes, légères, qui vont pouvoir être administrées et supervisées via une console. Alors soit la console, si vous avez les moyens internes, vous pouvez le faire par vous-même, ou alors je sais que DataOS, dans certains cas, peuvent vous proposer une supervision de votre parc antivirus. On a également une solution, on en parlait tout à l'heure, notamment par rapport aux clés USB, de chiffrement de données. Donc chiffrement, cryptage, etc. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va rendre une donnée inexploitable et inutilisable. En chiffrant la totalité du disque dur du PC, essentiellement à mettre sur les PC portables, sur les PC nomades, les commerciaux, le gérant, toute personne à risque qui possède énormément de données sur son poste. Donc le chiffrement complet du disque, c'est-à-dire que quand la personne va récupérer un ordinateur, quand elle va appuyer sur le bouton On, va devoir s'authentifier pour pouvoir libérer le disque dur et commencer à travailler. On va pouvoir aussi chiffrer tout ce qui est email, dossier et aussi les fameuses clés USB.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rentrent chez eux travailler le soir avec des données de l'entreprise. Le but, c'est de dire, moi, ta clé USB, tes photos de vacances, peu importe. Par contre, les RIB, les contrats, etc. de l'entreprise, si tu perds ta clé USB ou si tu n'as aucune protection informatique chez toi à titre personnel, moi, je veux que les données de l'entreprise soient protégées. Donc vraiment un chiffrement complet des emails, des ports USB et surtout, c'est le plus important, du disque dur de la machine. Et aussi une solution cloud, aujourd'hui Office 365 qui a changé de nom, hein, qui s'appelle Microsoft 365. C'est plus de 200 millions d'utilisateurs dans le monde, ça augmente semaine en semaine. On a une offre aussi, c'est pas parce que vos données, vos emails sont dans le cloud chez Microsoft qu'il ne faut pas les protéger. Alors vous avez une protection native de Microsoft qui reste très légère, hein, ça protège à peu près 75 à 80% des emails frauduleux, ce qui est pas énorme. Nous, on a une solution directement, on a un accord directement avec Microsoft pour se greffer à leur cloud pour traiter tout ce qui est email, le fameux phishing, les spams, mais aussi gérer OneDrive, Teams et SharePoint, tout ce qui est fichier collaboratif, échange de liens URL, adresse Internet, etc. Voilà un petit peu les 3 solutions qu'on peut vous protéger en termes techniques pour protéger votre système informatique. Plus, qu'on a vu tout à l'heure, l'aspect humain qui reste extrêmement important. Bah là, tu peux passer, puisque du coup... Oui, c'est les 3. Donc tout ça passe évidemment par DataWest. Z ne fait pas de vente directe. Si vous souhaitez des licences d'évaluation, évidemment, DataWest pourra vous en fournir sans aucun problème. Voilà, donc, et là, on a vu l'ensemble des informations qu'on voulait vous communiquer sur les bonnes pratiques. Après, on peut avoir un échange si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, pendant que Erwan également est avec nous. Je voulais aussi signaler qu'on a fait le choix des solutions EZ parce qu'elles ont fait leurs preuves aussi sur le marché, de par 2 points. Déjà, leur efficacité, ça c'est le premier point, et dans leur simplicité de mise en œuvre du côté utilisateur. Donc, j'allais dire, c'est quasi complètement transparent pour l'utilisateur final. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a opté pour ce choix. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et puis, on peut échanger sur le sujet. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. On y répondra très volontiers. Alors, je sais pas. Hop. C'est en cours. Sur le chat, je ne sais pas si vous avez, s'il y a eu des questions. Il y a 2 personnes, là, Bastien et Lucie, qui sont en train de rédiger quelque chose. Bon, Lucie n'a pas de questions, a priori. Ah. Alors, ça, c'est pour toi, Erwan. Alors, pour répondre à Bastien, comme l'explique Alexandre, hein, c'est vrai que dans tout ce qui est logiciel, il y a des mises à jour qui sont à faire, que ce soit du Adobe, du Microsoft et de l'EZ. Alors nous, on a une mise à jour de base de signature qui se fait vraiment en toute transparence, 2 à 3 fois par jour, où là, on intègre dans votre antivirus EZ les dernières menaces. Après, évidemment, on va aussi changer de module complet. Alors là, c'est tous les ans ou tous les ans et demi. Alors, ça dépend après des nouvelles versions, vraiment changer de version par rapport aux dernières menaces, où là, on va vraiment modifier les différents moteurs de l'antivirus. On parle plus de base de signature, où là, c'est plus une encyclopédie, où on recense, nous, tous les codes malveillants. Là, on parle plus du moteur. Donc, la mise à jour entre la version 7.3 et la version 8, c'est le moteur de l'antivirus qui va évoluer avec les dernières menaces, les dernières technologies qui sont mises à jour. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a la mise à jour de base de signature et la mise à jour du logiciel proprement dit. Après, ce qui va changer, c'est l'évolution de nos technologies, tout simplement.
Oui, puis pour rester peut-être pleinement compatible avec les nouveaux systèmes C'est ça. d'exploitation, puisque la version 7.3, quand elle est sortie, il y a peut-être la dernière version de Windows ou Mac ou autre Alors, qui n'était pas connue à l'époque, et pour rester pleinement compatible en termes de performance, eh bien, le logiciel doit aussi évoluer. les menaces évoluent, donc les logiciels évoluent, évidemment. Alors après, c'est vrai qu'entre la 7.3 et la 8, il y a eu, voilà, il y a quoi? Il y a quelques mois, je crois, qui se sont passés. Alors généralement, c'est plus un an, mais là, ça s'est fait entre septembre et décembre, je crois. La version 8 est sortie au mois de décembre. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, faites bien les mises à jour EZ évidemment, mais surtout, enfin tous vos logiciels, s'il y a une mise à jour qui est demandée, c'est souvent, pas à chaque fois, mais souvent par rapport à une faille de sécurité qui a été détectée par l'éditeur. Ils mettent un correctif, on appelle un patch, qui permet de corriger cette faille de sécurité. Donc quand Windows vous demande une mise à jour, quand EZ vous demande une mise à jour, quand un autre logiciel vous demande une mise à jour, même si ça vous ennuie, faites-le. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, est-ce que tu as des solutions pour les mobiles, Erwan? Alors attends, parce que ça va vite là. Oui, alors après, soit on a une solution vraiment EZ Mobile Security qui est plus à titre personnel. Après, à titre professionnel, aujourd'hui, avec nos solutions entreprises, hein, qu'on appelle chez nous Endpoint, cela va vous permettre d'activer des antivirus sur les postes, Windows Mac, sur les serveurs et aussi sur la partie Android. Donc Android, oui. Par contre, on n'a pas d'offre iOS, donc iPhone et iPad, parce que déjà, on n'a pas forcément tous les droits d'accès chez Apple et que les utilisateurs d'iPhone et d'iPad se pensent 100% sécurisés, ce qui n'est pas totalement vrai. Donc Android, oui. iPhone, iPad, non. Et puis, alors je ne sais pas si j'ai bien compris la question de Nadine. Est-ce que les signatures électroniques via un token sont sécurisées? Je ne sais pas si. Alors, attendez. Alors, je pense, c'est dans le cryptage. Comment sécuriser une clé USB à l'ouverture du matériel? Alors, premièrement, les antivirus EZ, de base, vous pouvez autoriser une clé USB. C'est-à-dire que l'antivirus va reconnaître une clé USB avec son numéro de série. Vous pouvez autoriser telle clé USB à importer ou exporter des documents. Et une clé USB qui ne sera pas reconnue par l'antivirus sera complètement bloquée. Moi, aujourd'hui, sur mon ordinateur portable, j'ai mes ports USB qui sont complètement bloqués. Aucune clé USB peut se greffer dessus. Après, avec la solution de chiffrement de la clé USB, quand vous allez mettre une clé USB, vous allez vouloir exporter des documents de votre PC à votre clé USB. Le logiciel de chiffrement EZ va vous demander ce que vous voulez chiffrer, donc crypter les documents, oui ou non. Si vous mettez oui, on va vous demander généralement un mot de passe, c'est-à-dire que quand on va sortir de l'entreprise, on va plutôt travailler par mot de passe, que ce soit par email ou clé USB. Et quand vous rentrez chez vous, il va falloir, si vous n'avez pas la solution EZ, évidemment, il va quand même falloir télécharger ce qu'on appelle un petit reader, c'est pas le logiciel complet, où vous allez renseigner ce fameux mot de passe pour déchiffrer les documents qui sont sur votre clé USB. Est-ce Donc que ça, ça c'est... répond? Je ne sais pas si ça répond à votre question, Nadine. Alors iPhone, oui. Alors j'ai pas répondu pour répondre à la question d'Olivier sur iPhone. iPhone est mieux sécurisé qu'Android, pas de problème là-dessus. Par contre, il se passe quand même des choses hein, sur Mac et sur iPhone, même si de base l'iPhone est bien sécurisé. Euh, pour vous donner une ordre d'idée d'un prix public à titre personnel, hein, je ne parle pas l'offre entreprise, l'offre particulier pour protéger en tout cas chez nous un Android, c'est 10 euros. iPhone, on ne fait pas chez Z. Il y a très peu aujourd'hui sur l'Apple Store par exemple d'antivirus valables pour iPhone. Souvent, c'est des antivirus gratuits qui vont faire leur boulot 2-3 minutes et qui après vont récupérer toutes vos informations personnelles et pour les rediriger vers un data center et s'en servir à des fins commerciales.
Donc, si vous trouvez un antivirus pour iPhone d'un éditeur connu, mondialement connu et reconnu, pourquoi pas? Maintenant, mettre un antivirus gratuit, que ce soit sur un iPhone et même sur un PC, hein, faire attention quand même. Tout ce qui est gratuit a un coût. Le coût, on ne le voit pas forcément, mais souvent, c'est vos données personnelles qui sont pompées, tout simplement. Donc, par rapport concernant des tokens bancaires, c'est-à-dire c'est des petites clés, vous allez avoir un chiffre dessus pour vous connecter effectivement à un site bancaire ou via votre téléphone mobile Alors, ou via une double authentification. Oui, ce genre de tokens hein, sont sécurisés. Hein. C'est juste, il n'y a aucune donnée qui passe sur le token, c'est juste pour pouvoir vous identifier sur ce qu'on va appeler de l'authentification double facteur. L'authentification double facteur en termes de sécurité, pour faire simple, c'est-à-dire qu'on a besoin de deux informations pour vous identifier, c'est-à-dire quelque chose que je connais, par exemple un mot de passe, et quelque chose que je possède, donc par exemple un token sur lequel on va aller lire un numéro, une carte ou un téléphone mobile sur lequel on va recevoir un code. Donc, et c'est le croisement de ce que je connais et de ce que je possède qui va vous permettre de vous authentifier pardon, de manière sécurisée. Alors, EZ propose cette solution-là, c'est très bien en plus pour tout ce qui est télétravail, pour les connexions à distance, hein, tout ce qui est TSE, VPN, etc. Aussi pour la connexion logiciel métier, pour gérer les fameuses habilitations, c'est-à-dire tel salarié, il a besoin de telles et telles informations, de tel et tel logiciel pour travailler. Je vais lui mettre une double authentification, comme l'a dit Alexandre. Première identification, authentification, le mot de passe, deuxième authentification, un token, un texto ou quelque chose comme ça. Et ça va permettre aussi de sécuriser tout ce qui est mot de passe faible, comme le disait aussi Alexandre tout à l'heure, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, Toto 50, etc. La double authentification va sécuriser tout ça, les habilitations, les mots de passe faibles, et un piratage distant aussi sur les postes des salariés. Donc c'est un bloc de sécurité complémentaire, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant aussi. Ouais. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si... N'hésitez pas, s'il n'y a plus de questions, on pourra clore ce webinaire. Non, visiblement, il n'y a plus de questions. Alors, y a-t-il une dernière question? Voilà, y a-t-il un danger depuis une connexion VPN via un iPad de remonter des virus lors d'une connexion à distance? À partir du moment où vous êtes connecté à distance donc sur le serveur de l'entreprise, vous êtes connecté. Que vous soyez à distance ou pas, vous êtes connecté. Donc c'est ce qu'on disait un petit peu, ne pas. Alors je ne sais pas si votre iPad c'est un usage personnel ou professionnel, ou peut-être les deux. Bon. Pourquoi pas mettre cette fameuse double authentification déjà quand vous connectez sur votre iPad au réseau de votre entreprise. Niveau antivirus, j'en ai parlé, c'est un peu le même problème que l'iPhone, c'est que, un, l'iPad, c'est vrai, est bien protégé. Deux, bien protégé ne veut pas dire infaillible. Trois, des antivirus valables sur l'iPad ou l'iPhone, c'est compliqué à trouver. Et tout ce qui est gratuit, vraiment mettre ça de côté. Donc, moi je dirais sécuriser votre iPad avec une solution que nous on ne fait pas, mais qu'il est possible peut-être de trouver. Mais ça, franchement, c'est pas si facile que ça. Deux, bah, la bonne hygiène informatique évidemment. Et trois, protéger pourquoi pas votre connexion VPN. Voilà, et j'allais rebondir sur ça, Erwan, effectivement. Si un virus est sur l'iPad avec une connexion VPN basique, effectivement, le virus va remonter. Il existe également des solutions de protection au niveau du VPN. Hein. Donc là, ça va être le serveur ou la connexion VPN qui va se faire au travers du firewall. Et il existe des manières de sécuriser, de bloquer des virus, de bloquer des attaques au travers du firewall, bien évidemment.
Donc tout ça, ce sont des solutions qui sont plus évoluées, hein. On pourrait après, pourquoi pas, faire un webinaire sur ce qu'est un firewall et à quoi il peut servir, quelque chose de plus dans la continuité, hein, pourquoi pas. Mais effectivement, il existe aussi des solutions pour protéger ces connexions VPN. Donc, je ne vois plus d'autres questions. Alors, encore une, existe-t-il un risque lors d'une connexion à distance avec son PC portable via sa connexion Wi-Fi personnelle? Ben, c'est exactement le même sujet. Votre connexion à distance, elle va se passer au travers un tunnel VPN qui, lui, va être crypté. Donc là-dessus, il n'y aura pas d'impact que vous utilisez une connexion Wi-Fi personnelle ou autre, puisque les informations vont être cryptées. Et après, il est possible de protéger ce qui va passer dans le tunnel VPN en termes de sécurité, antivirus, fichiers. Voilà, il y a beaucoup de solutions qui existent sur ça. Oui. Alors, l'accès en RDS, effectivement, va se faire soit avec différents types de connexions, mais après, je ne sais pas quel type de connexion, mais en général, on met une connexion sécurisée, bien évidemment. Bien, il va être midi, voilà, ça va faire 1 heure que l'on est ensemble. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour toutes les questions, pour votre participation, d'avoir suivi ce webinaire. Je remercie également Erwan pour son intervention et d'avoir co-animé Merci à ce toi, webinaire. Pascal, et à Data West. Merci à vous aussi. Je vous souhaite une excellente journée et puis une bonne semaine et à très bientôt.